Hello à tous, ici Claire et Rose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle. Je suis Claire Rose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Avant de vous laisser avec l'invité du jour, je voudrais vous parler de Zencastr, la plateforme que j'utilise pour enregistrer ce podcast. C'est d'ailleurs la plateforme la plus utilisée pour enregistrer des podcasts. Très pratique pour enregistrer à distance car l'invité se connecte via un lien web sans avoir besoin de créer de compte ou d'installer un logiciel. Zencastr enregistre le son et la vidéo également si vous le souhaitez, en local sur chaque ordinateur avant de l'envoyer sur internet. C'est ce qui fait que la qualité de l'enregistrement est irréprochable. Ce que je préfère, c'est que Zencastr enregistre 2 bandes audio séparées, une pour l'invité et une pour moi, ce qui est indispensable pour le montage pour pouvoir couper une des 2 personnes si on parle en même temps, couper un bruit sur une bande audio pendant que l'autre personne parle, ajuster le niveau de son. Je suis très heureuse de compter Zencastr parmi les sponsors du podcast car c'est ce que j'utilise depuis le premier jour d'Oser la reconversion. Créez dès maintenant votre compte Zencastr gratuitement sur zen.ai/oserlareconversion1 et bénéficiez de 30% de réduction pendant 3 mois sur les comptes professionnels Zencastr avec le code OSERLARECONVERSION1. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Laure Manessier. Après avoir travaillé en marketing chez Chanel, Laure est devenue chocolatière et a fondé sa marque de chocolat cru Carré Sauvage. Après une classe prépa, Laure étudie le marketing en école de commerce. Elle y réalise un stage chez L'Oréal et un autre en merchandising chez Chanel. Elle pilote les collections présentées aux boutiques acheteurs, gère l'assortiment et suit les ventes. Elle part également lors de ses stages faire un stage à New York où elle découvre le chocolat cru, un chocolat sans torréfaction avec un travail de la fève de cacao à moins de 40 degrés. Elle adore. Laure a toujours rêvé d'entreprendre, alors à la fin de ses études, elle décide de lancer Carré Sauvage, des tablettes de chocolat d'exception, cru et biologique qui allient bien-être et gastronomie. Les chocolats Carré Sauvage existent depuis maintenant 2 ans et sont vendus en ligne, et également au Bon Marché et à la Maison Plisson à Paris. Laure collabore également régulièrement avec des marques comme Oh My Cream pour créer des éditions de chocolat uniques. Alors avec Laure, on a évoqué son parcours, l'ambiance de travail au sein de L'Oréal, Chanel, sa vie à New York, comment faire face aux réticences de son entourage lorsqu'on se reconvertit, les différences entre un homme et une femme entrepreneur et les joies de l'entrepreneuriat. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Laure. Bonjour Laure, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Hello Clary, merci pour l'invitation. Alors est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel ? Ouais, écoute, je suis fondatrice de Carré Sauvage, qui est une entreprise dans le chocolat. Je propose un chocolat qui est fait à partir de la fève de cacao et qui a un positionnement à cheval entre le bien-être et la gastronomie. Le fil conducteur de Carré Sauvage, c'est vraiment de se faire du bien en fait en mangeant du chocolat. Est-ce que tu fais tout toi-même ? On peut dire que tu es chocolatière ? Je sais pas si on peut dire que je suis chocolatière, je suis polyvalente, ça c'est sûr, mais je suis bien aidée en production avec toute une équipe. Mais oui, je fais toutes les recettes, toujours tous les ingrédients et puis je mets à la main à la pâte un peu à tous les niveaux. Bon, tu nous raconteras un peu plus tard et ça avait rien à voir avec tes études et puis ce que tu as commencé par faire dans ta carrière professionnelle. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours ? Après le baccalauréat, j'ai fait une classe préparatoire et j'ai intégré une école de commerce. J'étais à Odense à Nantes. Et puis ensuite, j'ai fait des stages assez variés. J'ai commencé en galerie d'art, puis 6 mois en contrôle de gestion chez L'Oréal. Ça, c'était mon année de césure. Je suis partie en marketing dans la restauration à New York. Et j'ai fait mon dernier stage de fin d'études chez Chanel en merchandising au prêt-à-porter. Et alors, comment ça t'était venu cette école de commerce ? Est-ce que c'était un rêve pour toi de faire... Alors, qu'est-ce qu'on dirait ? Du marketing plutôt que tu faisais ? Marketing, mais en fait, c'est assez global. C'est vraiment, enfin, c'est école de commerce au sens large, donc plus spécification de marketing. Mais après, en réalité, ça, tu l'apprends plus sur le terrain, dans ton métier, et puis moi, au quotidien, avec Carré Sauvage. Et alors, comment t'avais choisi de faire une école de commerce ? En fait, finalement, c'était pas vraiment mon premier choix. Moi, ce que j'avais envie de faire avant le baccalauréat, c'était une école d'architecture. Et puis, tu as souvent, c'est ce qu'on te dit autour de toi sur les débouchés. Donc j'avais été plutôt orientée vers une école de commerce. Autant j'avais adoré la classe préparatoire. Après en école, j'avais besoin beaucoup de sens, de concret et parfois l'impression un peu de brasser du vent. Par rapport à ce que je fais aussi aujourd'hui, je pense qu'il y avait vraiment un besoin de sens et quelque chose en moi, une envie de bâtir en fait, de construire quelque chose. Et Carré Sauvage correspond en partie à ça. Et t'as pas eu envie justement de reprendre des études pour faire architecte ? Ouais, mais j'ai failli, tu sais, en école de commerce, je me suis posé la question plusieurs fois. Je suis même allée à des portes ouvertes, et je me suis posé la question, ouais, quelques fois. Mais après aussi, ouais, pas évident non plus parce que c'est des longues études et puis quand tu fais une classe prépa, une école de commerce, c'est des études qui sont très onéreuses.
Donc c'est compliqué de faire un changement. Et alors, comment ça s'était passé? Parce que du coup, tu as fait des stages chez L'Oréal, Chanel, donc c'est des grosses maisons. Comment c'est l'ambiance au niveau du stress, de ce que tu fais? Comment ça se passe? C'est très différent. Moi, j'avais particulièrement aimé l'ambiance chez Chanel, qui est vraiment une très belle maison dans le luxe avec une bonne ambiance et des valeurs fortes. Après, moi, ce qui était plus compliqué pour moi, tant chez L'Oréal que Chanel, c'était que c'était des postes en fait qui étaient très très chiffrés avec énormément d'Excel. Et ça, c'est quelque chose où personnellement, j'ai du mal à être essentiellement sur beaucoup en fait de présentations PowerPoint et Excel. Ça peut, enfin, ça dépend des personnes. Mais moi, j'aime bien les chiffres un petit peu, mais pas que ça. C'est des entreprises avec des très bonnes qualités de vie. Moi, je le vois aussi en tant qu'entrepreneur, hein, c'est deux choix très différents, mais Oui, tu plus le comité d'entreprise. largement plus confortable de continuer dans ce genre de maison. Parce que donc, du coup, le poste que tu faisais chez Chanel, c'était assistante merchandising. C'est quoi exactement? Parce que moi, c'est vrai que j'y connais pas grand-chose en marketing. Et à chaque fois, quand je vois les intitulés de poste, je sais pas du tout à quoi ça correspond. Donc, toi, par exemple, c'était quoi ton job? Bah, c'est très trompeur en plus parce que le titre, ça change d'une maison à une autre. C'est aussi appelé chef de produit chez Chanel. Donc ça correspond, là c'est tout sur toutes les collections de prêt-à-porter. C'est la maison en plus qui en a le plus et au global. Mais quand on dit chef de produit dans certaines entreprises en général en marketing, ça veut dire qu'on participe à la construction du produit, de son idéation à la mise en marché. Après, c'est très particulier là quand on est dans une maison de couture comme Chanel, c'est vraiment la directrice artistique et toutes ces équipes qui vont donner lieu là. Et en fait, on touche pas du tout aux collections. En réalité, ce qu'on fait dans le merchandising, dans un job comme celui-ci chez Chanel, c'est piloter les collections entre le moment où elles viennent d'être lancées. Il y a tout un showroom en fait où les collections sont présentées aux acheteurs, qui sont en fait les boutiques en interne chez Chanel, par exemple de la boutique de la rue Montaigne ou Ouais. de la rue Cambon à Paris à celle de New York et les acheteurs en Chine, etc. Donc c'est présenter cette collection et voir qu'est-ce qui a le plus gros potentiel d'achat, et en fait c'est plus géré en fait dans l'assortiment dans chaque boutique, faire des recommandations, et ensuite l'autre très grosse partie, et les deux vont ensemble, c'est de suivre ensuite les ventes au global. Ah ouais, c'est incroyable parce que je pensais pas que c'était chaque boutique qui décidait de ce qu'elle achetait. Oui, ça marche souvent comme ça, mais il y a en fait, il faut aussi que chaque boutique représente la collection, représente que le ton, c'est un peu le rôle aussi du merchandising, c'est de veiller qu'il y ait bien, que l'histoire soit là partout, et ensuite, simplement, c'est suivre les ventes pour, dans une optique de maximiser et d'avoir, de faire les meilleurs achats possibles pour que les bonnes pièces soient au bon endroit, quoi. Alors, petite question peut-être anecdotique, mais moi je sais que je rêve d'assister au défilé Chanel. Est-ce que les personnes qui travaillent chez Chanel sont invitées au défilé de la Fashion Week? Si tu as un peu de chance, tu peux. Après, ce que tu vois quand tu es en interne comme ça, en fait, on voit toutes les collections en amont. Tu as toute une période de showroom, en fait, justement dédiée aux acheteurs boutiques. Une fois, en fait, parce qu'en fait, tu as des collections. Ce qui est très spécifique aussi chez Chanel, c'est que comme tu as beaucoup de collections, tu en as qui défilent et tu en as d'autres qui défilent pas, mais qu'on voit en interne au showroom, où tu as un défilé en interne. Donc ça, si tu veux, si tu travailles chez Chanel, dans ce genre de job, tu vas voir toutes les collections de près. Même, enfin, tu vas pouvoir toucher des pièces et tu les vois défiler. Après, les défilés au Au Grand Grand Palais et Palais? autres, c'est dédié à la clientèle, à la clientèle au VIP et à l'influence, etc. Cela dit, ça dépend de ton poste. Normalement, quand tu es stagiaire, tu n'y vas pas. Ouais. Après, typiquement, année Covid, il y a eu des exceptions. Personnellement, je n'y suis pas allée, mais c'était un petit peu de chance. Tu peux te retrouver un défilé. À Paris, si les bureaux sont à Paris, c'est quand même plus pratique. Et suivant ton poste, oui, tu peux être amené à assister à un défilé. Ah ouais, parce que c'est vrai qu'on se demande toujours qui est invité parce que chez Chanel, c'est un peu particulier. Ils n'invitent pas forcément énormément d'influenceurs ou de célébrités. C'est plutôt des clients. Et donc, c'est vrai que je me demandais. Et toi, ça te faisait rêver, cet univers? J'ai adoré en fait l'ambiance, les bureaux. Franchement, c'est les équipes qui y bossent, c'est des excellentes conditions de vie. Les bureaux sont au cœur de Paris. C'est alors équipe très féminine, hein. J'avais un étage qui était 99,9% je dirais féminin, mais très bonne ambiance. Et écoute, ouais, enfin honnêtement, le premier jour où je suis arrivée, je me suis sentie très bien là-bas. Après, moi, c'est plus par rapport au poste où en fait, ce qui, enfin, pour moi, tu vois, hyper séduisant, c'est toute la partie, c'est le travail de la matière que je trouve génial, et toute l'histoire de la Ouais. maison. Ça, c'est là où il faut faire un bien attention quand tu choisis ton poste à concrètement, ça va être quoi ta tâche à toi au quotidien. Et ce qui est difficile aussi, c'est que dans ce genre de maison, tu peux pas avoir faut pas être impatient, tu peux pas avoir de l'impact tout de suite. Mais ouais, c'est une maison avec toute une histoire. Et puis même en écoutant récemment un podcast aussi avec Karl Lagerfeld, qui ont vraiment réussi à faire un tournant et à extrêmement bien s'en sortir. Et
aujourd'hui qui est vraiment iconique, installée dans le temps. Et c'est assez drôle de voir dans des grandes maisons comme ça le rebond de l'histoire, Mm. où il y a eu des moments, notamment après-guerre, où ça aurait pu être compliqué, quoi. Et comment ça s'est passé chez L'Oréal? Parce que c'est vrai que ça n'a pas forcément bonne réputation, L'Oréal. C'est un peu Mm, l'usine avec énormément de stagiaires, assez stressant. Comment ça s'était mm. passé pour toi et qu'est-ce que tu faisais comme poste là-bas? Là-bas, j'étais en contrôle de gestion Ah oui. sur la partie IT, donc assez particulière parce que pareil, l'IT en fait, c'est vraiment tout ce qui correspond aux ordinateurs, au digital et contrôle de gestion. Donc là, pour le coup, tu vois, c'était L'Oréal, mais j'étais dans une équipe, c'est le contraire, là, 99,9% masculine. Et donc c'était très chiffré. J'étais au siège France, donc pareil, très belle entreprise avec de bonnes conditions. Moi, j'ai pas particulièrement le premier jour le RH, la phrase classique qu'on sort chez L'Oréal. On va vous mettre dans le grand bain, on va voir si vous nagez ou pas, quoi. Tu nages ou tu coules. Après, bah, par rapport à différents échos que j'ai eu, moi, j'ai pas eu non plus une pression de Mm. dingo chez L'Oréal. Après, c'est plus, là, c'est un poste qui est support. C'est pas directement aussi Ouais. le produit. Mm. C'est pas là, ça n'a rien à voir si tu es en développement produit chez Lancôme ou si tu es en contrôle de gestion IT. Et en plus, c'était un stage. Donc, honnêtement, je finissais à 17-18 heures, il y a pire. Ouais. Ce qui était plus compliqué, c'est que parfois on parlait de notions qui étaient un peu floues. Tu sais, c'est un peu tout, ces histoires, enfin, Claude, nuage, plus. Euh, de concrétiser les différents éléments bah, qu'on chiffrait au quotidien. Et alors, c'est à ce moment-là que tu as eu le déclic que toi, c'était pas fait pour toi parce que c'était trop de chiffres? Bah, je pense que en fait, c'est très rigolo parce que si je me remets en prépa, on devait écrire sur un petit papier ce qu'on avait envie de faire plus tard et j'avais écrit entrepreneur. Et après, en fait, je l'ai un peu mis entre parenthèses. Je pensais, tu vois, peut-être pas avoir les épaules pour, enfin, j'avais envie de le faire, mais tu le fais pas forcément. Et effectivement, en fait, enfin, pour moi, ça a été une immense chance que finalement, en fait, quelque part, ce soit un peu des échecs messages dans le sens où je me suis pas pleinement épanouie dedans et pleinement retrouvée parce que du coup ça m'a vraiment poussée à entreprendre et je vois tellement la différence entre ce moment où j'étais en stage où effectivement tu peux être un peu stressée si tu as envie de bien faire mais t'es pas pleinement dans ton élément et tu sens pas t'es pas vraiment dans le flow quoi. Ouais. Et là où matériellement c'est beaucoup plus dur quand t'entreprends, ouais, tellement de choses j'allais dire incroyables, mais que ce soit aussi bien des rencontres que des faits que ouais, enfin, c'est très différent et Après, ça me fait penser à les stages que tu as fait. Moi, j'avais fait un peu la même chose que. Donc, moi, j'étais avocate fiscaliste. Et par exemple, je rêvais de faire mon stage chez L'Oréal. Parce que moi, j'ai toujours adoré l'univers un peu de la mode, de la beauté, enfin tout ça. Et vraiment, quand j'ai eu mon stage chez L'Oréal, donc j'étais à la direction fiscale, j'étais trop heureuse. Et en fait, ça a été une grosse déception parce que je me suis rendu compte que finalement, bah, je faisais toujours de la fiscalité, que j'aimais toujours pas trop ça. Et un peu importe l'endroit où tu le fais, je veux dire, c'est pas parce que tu es chez L'Oréal que tout va devenir super intéressant en fait. Et du coup, ça me fait un peu penser ton parcours où finalement, t'as pas forcément eu des postes qui t'intéressaient mm. énormément et tu avais peut-être plus choisi par rapport à l'endroit. Ouais, mais totalement. Je pense que, mais ouais, pour tout le monde en général, c'est vrai que faut pas confondre effectivement l'entreprise en général et puis vraiment le poste, le quotidien du poste, qu'est-ce que c'est? Mais moi, à l'époque, en fait, ce qui était très dur, c'est que en fait, en école de commerce, il n'y avait pas, tu vois, un poste où je me disais, j'ai envie de faire ça. J'avais pas ce truc avec ce feu pour un truc en particulier. Je pense que ce qui m'aurait vraiment plu, ça aurait été du développement produit, mais vraiment sortir de terre un produit. Et après, tu vois, c'est des parcours de vie, hein. Enfin, Et alors toi, ce qui est marrant, c'est que tu as fait un stage à New York justement dans un café pâtisserie. Donc, mm. on sent déjà que tu avais cette passion pour un peu, on va dire, la gastronomie. Qu'est-ce que tu peux nous raconter? Est-ce que c'est là que tu as eu le déclic de fonder Carré Sauvage? Alors, c'est très rigolo parce que New York, ça a beaucoup influencé sur la création de Carré Sauvage, mais Ouais. pas forcément le stage en lui-même. J'étais chez Maman New York, j'étais partie avec une amie à Inverness qui elle-même, dont les parents sont dans la restauration et qui vient d'ouvrir son restaurant, avec qui j'étais partie et qui m'avait un peu mis dedans. Et moi, j'avais envie de faire quelque chose de très concret, donc j'étais ravie de partir là-bas. Et moi, ce qui m'a le plus marqué en fait à New York, c'est tout. Il y a vraiment un esprit très empowerment et aussi féminin. J'ai rencontré beaucoup de femmes entrepreneurs et beaucoup qui me disaient, c'était assez drôle, en France, j'entreprendrais. J'aurais pas entrepris, mais ici, ouais, parce que c'est pas du tout en fait la même philosophie, que les gens te disent vraiment, bah, vas-y, go, et puis si jamais ça marche pas, c'est pas grave, tu tombes, tu te relèves et tu iras plus loin. Vraiment, beaucoup ce truc-là, et aussi bah, le bean to bar dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui est le fait de travailler à partir de la fève de cacao. Un courant qui vient vraiment des États-Unis, qui se sont remis en premier en fait à vraiment produire le chocolat à partir de la fève, parce qu'en fait, ce qui s'est passé sur ce plan-là,
c'est que en fait, avec notamment les guerres mondiales, les chocolatiers ont arrêté de faire eux-mêmes le chocolat, donc de produire à partir de la fève de cacao. Et si je pourrais prendre l'exemple de la France, tu as deux industriels majeurs, Valrhona, Barry Callebaut, qui font du chocolat. Et ensuite, les chocolatiers vont transformer ce chocolat en bonbons, en tablettes, Mm. en autre chose. Et à New York, c'est quand même très avant-gardiste sur tout ce qui est food, les différents courants. C'est une ville qui va très vite. Et ce qui est assez drôle, c'est que je me suis rendu compte de cette influence, pas sur le moment, mais après. Quand t'es rentrée, en fait? Ouais, quand je suis rentrée, et puis même maintenant, il y a des choses que tu assimiles, mais sans vraiment te rendre compte, et dont tu te rends compte après de choses qui t'ont marqué comme ça. Et bah, autant, ouais, cette fibre entrepreneuriale très forte, beaucoup de choses aussi, notamment enfin, complètement anecdotiques, mais dans le restaurant où je travaillais, fréquemment, tu avais des femmes qui se réunissaient pour faire un petit déjeuner où, bah, pour l'espace d'une heure, elles mettaient enfants, boulot, tout de côté, et vraiment en mode cheer up, où elles se motivaient aussi. Ça fait partie des petites pierres à l'édifice, quoi. C'est vrai que ça me fait penser à la vie à Londres parce que justement, moi, c'est ça que j'adore, c'est que c'est très, tu fais tout à fond. Donc, si tu vas voir tes copines aussi, tu vas les voir, c'est à fond. Tu sors la bouteille de Prosecco, tu t'éclates, tu fais ça 1 heure et puis après, tu te remets dans ton travail et t'es à fond. Et c'est vrai que je trouve qu'en France, il y a un côté plus, tout est mesuré, on n'est jamais vraiment très heureux. Un peu, on a une distance avec tout. C'est vraiment très différent au niveau de l'énergie, je trouve. Ouais, mais c'est sûr. T'as, Londres et New York, c'est des villes qui ont des énergies très particulières. Et ce qui est très drôle, hein, si tu regardes la plupart des boîtes et des tendances, très souvent, ça fait États-Unis, Londres, Paris. Tu regardes un peu tout ce qui se fait, tu vois, typiquement le Bean to Bar, c'est ça, mais dans plein de boîtes, plein de concepts, c'est très drôle. Tu peux aller, enfin, potentiellement, ouais, tu as toujours ces trucs où tu peux aller là-bas si tu veux voir ce qu'il y a à se faire en France dans quelques années. Qu'est-ce que tu dirais qu'il y a comme différence pour une femme entre le fait d'entreprendre en France et aux États-Unis? Je sais pas si spécifiquement pour une femme, je sais pas si spécifiquement pour une femme, tu as des différences. Après, ce que je peux dire plus de la situation en France, je vois quand même que femme versus homme, les hommes vont quand même beaucoup plus facilement chercher des fonds et faire les choses un peu, je veux dire, plus, je sais pas si plus vite, plus fort, mais j'ai l'impression que femme, il y a quand même encore un peu ce souci de bien faire les choses. Parfois, on met plus de temps. Tu vois, moi-même, tu vois, ça peut un peu m'agacer parce que envie de bien faire, mais d'avoir un projet ambitieux. Et après aussi, c'est le choix de chacun de comment est-ce que tu veux procéder. Est-ce que tu as envie d'avoir des fonds ou pas? Alors après, je sais pas si ta question, c'est spécifiquement sur les femmes ou l'entrepreneuriat, plutôt les différences entre... Bah, les deux, mais c'est parce que tout à l'heure tu disais que les femmes surtout ça t'avait marqué parce qu'elles disaient qu'elles le feraient jamais en France et aux États-Unis. C'est pour ça que je lui demandais. Ben, je pense qu'il y a un mix de législatif et je pense qu'il y a beaucoup aussi de psychologique, de regard de la société. Où maintenant, actuellement en France, c'est assez en vogue d'être entrepreneur. Ça a été moins il y a quelques années et aussi tant d'un point de vue législatif que en fait il y a moins cette peur de l'échec en fait à New York ouais c'est plus dans la vibe de la ville quoi. Mais c'est vrai qu'avec toutes les formalités, c'est déjà un frein parce que rien que par exemple entre Londres et enfin, en Angleterre, tu peux commencer ta boîte sans même t'immatriculer en fait. Tu le fais plus tard, une fois que tu as atteint un certain nombre de bénéfices. Et en France, c'est tout de suite, tu dois t'immatriculer avant même de faire quoi que ce soit. Et en fait, ça, je trouve ça hallucinant parce que bah déjà, pour avoir cette immatriculation, des fois, ça met 2, 3 semaines. Alors qu'en général, si tu veux l'avoir, c'est que tu es pressé de faire quelque chose, quoi. Et c'est vrai que c'est un frein parce que du coup, tu te dis, bon, bah, si jamais je le fais et que ça marche pas, après, j'aurai encore des formalités pour arrêter l'entreprise. Donc, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on ne peut pas se lancer sans y réfléchir un peu. Non, c'est vrai et c'est rigolo que tu dis ça parce que c'est vrai que je me souviens qu'à l'époque même tu vois ces formalités quelque part ça faisait un peu peur alors que maintenant je me dis mais c'est rien ça. Ouais. Mais c'est vrai que bah, mine de rien ouais c'est un premier frein quoi. Et alors, comment ça s'est passé pour toi? Parce que tu aurais pu te dire, tu vois, un peu avoir cette énergie à New York et puis rentrer et puis te dire, bon, bah, ici, c'est la France, finalement, je peux pas faire ça ici. Comment tu as eu l'idée de te dire, bon, je vais le faire et en France? En fait, c'est même encore après quand j'étais donc je suis rentrée en France et quasiment tout de suite après en fait, j'ai eu mon échange Erasmus, je suis partie en Angleterre et Erasmus en fait, tu as beaucoup de temps. Mon copain de l'époque m'a dit bah vas-y, entreprends et donc j'ai commencé à plancher, j'avais bah, dans mes cours, j'avais notamment un module entrepreneuriat. Donc en fait, j'avais pitché Carré Sauvage à l'époque, vraiment le chocolat bean to bar, etc. Faire du bien en mangeant le chocolat et j'avais commencé un peu à creuser le sujet, mais encore, tu vois, j'osais pas et c'est vraiment petit à petit ça a fait son. En fait, je me voyais pas. Par contre, tu vois, j'arrivais pas à me dire
je vais faire une carrière dans tel endroit et en même temps, j'aurai ma boîte. Moi, j'arrivais pas à avoir les 2. Je savais que c'était un peu genre tout ou rien. Du coup, bah, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Chanel et c'est vraiment après où je me suis dit, bah, go, tu vois? Il y a quand même eu, un été où j'étais vraiment dans l'entre-deux et en fait, à la sortie de tes études, tu pas grand-chose à perdre. Tu Tu pars avec peu parce que bah, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'après, j'ai bossé en commercial dans une boîte, heu, quelques mois pour économiser, de l'argent et que j'ai réinvesti chez Carré Sauvage. Mais finalement, bon moment, en fait, pour une femme pour entreprendre parce que, tu es diplômée, tu pas grand-chose à perdre. Tu es Mm. forcée aussi bah, de faire avec peu et finalement, c'est pas mal parce que tu as des idées qui arrivent que tu aurais pas fait si tu avais, peut-être si tu avais plus de moyens et moi, j'ai mis un peu de temps, tu vois, à pleinement assumer aussi mon choix. Ouais. Bah, franchement, enfin, je trouve que c'est pas forcément évident de se lancer à la fin de ses études parce que, il y a aussi un peu la pression de l'entourage de: «Bon, tu as terminé tes études, maintenant, il est temps que tu trouves un CDI», c'est un peu la suite logique. Puis il y a le côté aussi, bah, si tu as payé tes études, tu as peut-être fait un prêt étudiant, tu as pas mal, de trucs à rembourser. Je trouve que c'est pas forcément non plus évident parce qu'il y a un peu le côté, bon, bah, faut vite aller dans la vie active parce que, voilà, faut vite gagner de l'argent et puis, s'y mettre. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti parce que j'ai fait après, 2 ans avocate. Parce que justement, j'avais un peu ce côté, bah, il faut que je travaille parce que j'ai étudié longtemps, un peu pour mes parents, tu vois ce que je veux dire? C'est pas forcément évident de se dire: «Bon, bah, je continue un petit peu finalement cette période d'instabilité à la fin des études». Totalement, totalement, moi, je viens une fratrie de 5 enfants. J'ai eu la chance que mes parents, payent mes études, une école de commerce qui est franchement onéreux, et clairement, tu vois, là, normalement, tu sais, c'est le moment où tu es autonome, Ouais, tu vis de tes propres ailes et ouais, non, ça a été très dur d'un point de vue aussi familial, clairement, parce que aussi tes parents ont envie que tu sois dans un poste en sécurité ouais, et que ça l'est pas du tout, non, d'un point de vue familial, au début, c'est compliqué. ouais. Et le soutien, il arrive après, quand ça commence à marcher. Ouais. Comment t'as fait toi justement pour faire face à ça? Te dire, «Bon bah voilà, c'est pas forcément accepté par ma famille, mais j'y vais quand même». Franchement, ça a été compliqué, surtout que, bah, je pense que je suis plutôt sensible en termes de personnalité, mais là, c'est vraiment, bah, persévérance, audace et ce que tu veux toi, parce qu'in fine, en fait, c'est ta vie. C'est important de faire, ce qui te fait vibrer, Mmh, et t'entourer des bonnes personnes, en fait. C'est hyper important à ce moment-là, de t'entourer de personnes positives. Bah, pour moi, il faut pas oublier que c'est ta vie et donc mmh. bah, in fine, bah, si tes parents, ton entourage, les gens qui t'aiment, ce qu'ils veulent, c'est que, bah, que tu sois bien, que tu sois épanouie, que tu sois heureuse et que tu fasses ton petit bonhomme de chemin. Être objectif, tracer un peu son parcours, ce qui n'empêche pas, tu vois? Moi, j'ai beaucoup aussi tâtonné au début, et c'est ce qui m'a permis exactement de savoir, ce que je voulais, de voir ce qui marchait mieux, ce qui marchait moins, voilà. Alors comment t'as fait justement? Donc, tu sors de tes études, tu as un peu cette idée, voilà, que tu as réfléchi un peu, sur le papier. Là, tu te dis: «Bon bah, je vais le faire». Qu'est-ce que tu fais en premier? Comment tu fais, pour lancer Carré Sauvage? Je l'ai lancé avec un crowdfunding et ça, c'est hyper bien, tant d'un point de vue, financier qu'aussi en termes de validation du marché. Ça permet de se structurer aussi au début parce que tu es obligé d'arriver avec un pitch clair et ça, c'est un bon premier pas, pour entreprendre et c'est top aussi parce que ça te permet d'avoir, bah, une aide financière, qui est, sans prise, de capital et des super j'étais là où j'étais hyper étonnée aussi, c'est que les gens aussi prennent beaucoup le temps de donner du feedback. Vraiment, super pour commencer, donc c'est ce qui m'a structurée au début pour lancer. Et juste, pour t'interrompre, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'invités qui nous disent qu'ils font du crowdfunding et dans les faits, à quel point il faut être avancé sur son projet? Je veux dire, par exemple, toi, est-ce qu'il fallait déjà que tu aies, l'atelier qui produit le chocolat, déjà le produit clé en main ou non, ça peut être un peu plus en amont? Bah, c'est assez personnel à chacun de voir, mais oui, moi, ce que je recommanderais, c'est d'avoir tout. Moi, j'ai lancé le crowdfunding, quand, ça y est, tu vois, je savais où est-ce que j'allais produire, Mmh. toutes mes recettes étaient, mes premières recettes étaient au point, le packaging, le design était posé. En fait, il y avait plus qu'à avoir le cash du crowdfunding pour, lancer, la production, les impressions, les commandes de matières premières. J'avais déjà fait, tu vois, par exemple, mes moules sur mesure, tu avais déjà le premier produit était fini. Et du coup, tu as dû engager à peu près combien de fonds pour faire tout ça? Parce que ça demande quand même, Ouais, mais à la fois, c'est beaucoup et rien du tout. Pour une entreprise, c'est, pas grand-chose. En gros, si tu veux, mis bout à bout de mes économies de stage, et de job de commercial, j'ai mis 10 000 € de ma poche et pareil pour le crowdfunding et en fait, c'est vraiment avec ça, que j'ai lancé et puis après qui a été, réinvesti en fait en organique, c'est vrai que c'est marrant parce qu'en fait, quand on n'est pas dans l'entrepreneuriat,
ça semble énorme parce que tu te dis mettre 10 000 € ou 20 000 €. Mais c'est vrai qu'après, à l'échelle des entreprises, quand les gens en parlent, on se rend compte que finalement, c'est très peu pour lancer sa boîte. Et toi, ça t'a pas fait peur justement de mettre 10 000 € d'économie? Comment tu as fait pour surmonter ça, je veux dire? Bah, en fait, je m'en suis même pas rendu compte. J'ai pas mis en fait si tu veux 10 000 € d'un coup. C'est par Ouais. exemple, bah, je vais faire un moule sur mesure, 2 000 € par-ci, 50 tu vois, ça peut être 50, enfin, c'est entre les commandes de matières premières et tout. En fait, simplement, en fait, bah, au début, c'est un peu, je nourrissais mon entreprise, je lui donnais un peu tout ce que j'avais. Mmh. Et maintenant, c'est quand même un peu inversé et elle peut me nourrir en partie. Donc c'est vraiment en fait Ouais, ouais, ouais. c'est du bout à bout. Oui, oui, tu te lèves pas un matin en disant: «Je vais mettre 10 000 €». Non, bah, après, tu vois, typiquement pour poser le statut de ta société, par exemple, là, tu mobilises 1 000 €. Donc en fait, ça va assez vite. Mais c'est vrai que ça peut être un premier gap. Après, maintenant, il y a aussi le statut d'auto-entrepreneur. Moi, j'ai directement fait une SASU, auto-entrepreneur où tu as moins ça, mais qui marche pas pour une entreprise avec un produit comme moi. Parce que Mmh. tu es directement imposé, sauf que bah, ton chiffre d'affaires, c'est pas ton bénéfice. Et pour ça, par contre, c'est potentiellement plus facile d'entreprendre dans le service que dans le produit. Ouais. Parce que tu as énormément de coûts inhérents au produit que tu Mmh. as pas dans le service. Donc, si quelqu'un après cherche quelque chose qui est rémunérateur plus vite, potentiellement, c'est plus intéressant le service. Après, à chacun. Toi, tu as toujours été passionnée par le chocolat, la pâtisserie, d'où ça te vient? Est-ce que ça te vient, d'enfant? Je suis gourmande, mais historiquement, pas non plus, pas forcément, tu vois, à courir les pâtisseries. C'est assez drôle. Mais en fait, c'est vraiment venu d'un cheminement personnel où déjà aussi, bah, mes TPE, en fait, au collège, on les avait fait avec des copines, mais plus pour rigoler sur les bienfaits du cacao. En Ah fait, mine ouais! de rien, tu plantes une petite graine et après, en fait, c'est vraiment, bah, en fait, le chocolat, c'est un aliment dont je pouvais pas me passer, que j'adore et je trouvais pas, en fait, du chocolat, bah, comme j'en avais envie. Après, pour faire aussi, bah, pour relier un peu aussi au parcours, en fait, il y a eu, bah, notamment en première année d'école de commerce, une période où j'ai pas mal traîné avec le milieu du mannequinat. C'est très particulier. Moi, j'ai eu l'autre côté aussi par rapport au défilé Chanel et tout, et c'est quand même un univers vraiment particulier, et on te demande aussi bah, d'être maigre, clairement, si tu Ouais. veux aller dans la haute couture, ce genre de truc. Et donc, j'avais un peu revu, tu vois, mon régime alimentaire et tout, et le chocolat, je pouvais pas m'en passer, j'adorais ça. Et à l'époque, tu avais en fait du chocolat dans des magasins bio en mode papier craft cru, mais le goût était pas waouh. Et de l'autre côté, tu avais les chocolatiers où tu avais des chocolats assez cool, potentiellement au niveau du design, gourmand. Mais quand tu t'es un peu, genre, tu manges moins de sucre, t'es un peu désucré, bah, quand c'était en fait trop de sucre blanc, moi, ça pouvait facilement m'écœurer. Mmh. Et donc, il y avait pas, je trouvais pas ce chocolat un peu où à la fois c'est trop bon, tu te fais plaisir, mais en même temps aussi tu te fais du bien parce qu'en fait, il n'y avait pas de raison que, bah, par exemple, la poudre de cacao cru que j'utilise en smoothie, c'est hyper bon, bah, c'est considéré comme un super aliment. Si la fève de cacao c'est un super aliment, bah, pourquoi en fait le chocolat serait pas un super bon aliment pour toi aussi, quoi. Est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que c'est le chocolat cru? En fait, le chocolat, il faut simplement deux ingrédients pour reprendre les bases pour faire du chocolat. Mmh. La fève de cacao, et donc en fait, cette fève avec, tu vas faire du gruyère de cacao, qui est vraiment bah, l'intérieur de la cabote, et c'est la matière première pour faire le chocolat. Et le chocolat cru, en fait, moi j'ai pris le contre-pied de l'industrie où tu commences par torréfier tes fèves. Donc si tu veux, c'est comme si tu les chauffais au four, mais sauf que très souvent, bah, déjà la qualité des fèves est pas forcément waouh. Et ensuite, en fait, elles sont trop chauffées trop fort, donc brûlées. Et, donc tu perds vachement en nutriments. Et pourquoi? Bah, parce qu'en fait, dans l'industrie, on cherchait une uniformité en fait dans le goût. Puis aussi potentiellement, si ta fève a des défauts, comme ça, tu masques tout ça, quoi. Donc moi, je fais pas en fait du tout de torréfaction à date, et je travaille la fève en dessous de 42 degrés. Donc c'est vraiment en fait le terme cru, c'est par rapport à une température de travail de la fève. Et encore, c'est un terme que j'utilise mais qui est pas totalement juste, parce que quand en fait la fève elle est fermentée, séchée au soleil, et à ce moment-là en fait tu peux dépasser Mmh. très naturellement la température des 42 degrés. C'est vraiment cette idée en fait de conserver un maximum de nutriments. Et au niveau des notes aussi, tu es plus sur quelque chose, bah, notes fruits rouges, un peu plus vert, ça dépend, mais c'est différent. Et en même temps, tu vois, ça serait rigolo, tu vois, tu goûteras, tu reconnaîtras très bien le chocolat. Et puis, tu as tellement de variables ensuite de jeux dans les recettes. Donc c'est plus du chocolat sans sucre alors? Non, pas sans sucre. Après, en fait, simplement, souvent, tu as du sucre, c'est du sucre blanc raffiné. Mmh. Et c'est ça, en fait, qui va générer potentiellement, qui va faire que tu vas avoir une inflammation, que tu vas avoir des boutons ou autre. Je travaille qu'avec des sucres complets à faible indice glycémique. Mmh. Donc, par exemple, j'utilise souvent du sucre de fleur de coco, des choses comme ça. C'est pas sans sucre, mais par contre, tu as 1000 alternatives au sucre blanc classique. Oh, c'est vrai que ça donne envie et ce que je trouve génial dans ce que tu fais, c'est que, tu fais aussi pas mal de collaborations avec, des marques.
Donc, par exemple, tu as une collaboration avec un hôtel, avec une marque de CBD aussi. Alors, j'avais trop envie d'essayer le chocolat au CBD. Et comment ça t'est venu de faire des collaborations comme ça? Comment ça se passe pour toi? Bah, écoute, c'est venu assez naturellement. En fait, c'était donc moi, j'ai lancé au premier confinement Ouais. et deuxième confinement, est née la première collaboration avec Oh My Cream. En fait, c'est quelqu'un chez Oh My Cream qui avait parlé de Carré Sauvage et en fait, l'équipe m'a contactée, au départ pour faire une recette. On partage souvent, tu vois, des petites recettes Elfie et tout, donc j'avais fait une recette de bûche chocolat glacé pour My Cream et de fil en aiguille, en fait, j'ai discuté avec les équipes et je leur ai parlé de l'idée de faire une tablette, un truc ensemble parce que, historiquement, c'était très drôle, tu vois? Du temps de Chanel, j'avais pitché Oh My Cream à ma manager parce que c'était ma marque de cosmétiques chouchou Ouais, j'adore et aussi, ouais. ouais. Et finalement, très drôle parce que ça a été ma première marque en collab. En fait, bah, ils m'ont demandé de faire une tablette pour la Saint-Valentin. Et l'année dernière, ils avaient tout au chocolat creux avec des pétales de rose disparants et un chai sauvage. Sauvage, bah, sauvage, c'est pas moi qui ai inventé le terme, mais simplement, en fait, c'est des épices issues de la cueillette sauvage, donc qui poussent librement dans la nature. Voilà. Et donc, ça a commencé comme ça avec cette tablette qu'elles offraient à leurs clientes. Et en fait, bah, de fil en aiguille, ça s'est fait un peu tout seul avec en fait mon entourage où je sais même pas qui est venu après, mais il y a un peu ce site, si tu veux, qui a été lancé. Et c'est une manière aussi assez chouette pour moi, si tu veux, comme je suis solo entrepreneur, bah, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, tu dialogues et tu apprends à travailler aux côtés de plein de marques différentes. Donc, c'est assez chouette. Et puis en fait aussi, c'est bah, cet aspect chocolat où en fait tu peux vachement jouer avec. Donc par exemple avec Combo, qui est une marque de nutri cosmétique, on a fait une tablette Belpo avec de l'acérola qui est très riche en vitamine C, de l'argousier et des céramosides qui sont un composant breveté pour l'hydratation de la peau. Donc tu peux partir assez loin. Ou bah, avec Jessica, que tu connais de sa thème, on a fait une tablette qui s'appelle Vendredi. C'est un jandouja, donc en fait, il y a de la purée de noisettes qui est mélangée avec les fèves, grosses noisettes, riz japonais genmacha et mûre blanche, hyper gourmande. C'est ça que j'aime bien avec le cacao, c'est qu'en fait, tu as un champ des possibles et des variables qui est infini. De la fève, où en fait, c'est exactement comme le vin. En fait, c'est vraiment une parcelle, un terroir où, suivant et la température, la main de l'homme, le travail qui est fait là-bas, et en fait, bah, l'environnement, si par exemple tu as des bananiers qui poussent à côté du cacao ou des manguiers, tu vas retrouver ces notes, tu vas reconnaître la variété de cacao. Tu as plein de facteurs qui font que déjà avec la fève, tu as une palette de jeux et de nuances qui est très grande. Et ensuite, tout ce que tu peux mettre avec du chocolat, que ce soit une purée d'oléagineux, des épices. Ouais, c'est vrai que ça donne faim de Ouais, découvrir. Et actuellement, donc tu vends sur ton e-shop. Et est-ce que tu as des revendeurs aussi? ouais, actuellement, je vends sur le e-shop. Et bah, j'ai des revendeurs comme la Maison Plisson. Tu as justement bah, la tablette au CBD, tu peux la retrouver au bon marché. Et j'ai entre 30 et 50 comme ça vendeurs. En fait, si tu veux, il y a le e-shop, c'est vraiment là où il y a tout parce que comme j'ai pas mal de tablettes éphémères, des choses qui changent au gré des saisons, t'as vraiment tout. T'as aussi toutes les collabs parce qu'il y en a certaines des exclusivités aussi sur le e-shop. Et après, bah, t'as chaque épicerie ou concept store qui va avoir sa sélection. Et puis, t'as aussi bah, du B2B quand c'est par exemple une création pour l'hôtel Hoy à Paris ou une collab, quelque chose de spécial pour une marque. Et notamment, là, il y a quelque chose qui va sortir, une maison de joaillerie qui est plutôt très sympathique. Ah, on a trop hâte de voir ça. Et comment tu fais justement pour trouver des revendeurs? Est-ce que tu aurais des conseils pour les auditeurs qui voudraient lancer leurs produits et tu vois, parce que quand tu connais personne, comment tu fais? Bah, au début, moi, j'y suis vraiment allée au décoté. Typiquement, Maison Plisson, j'y suis. Alors, l'anecdote est assez drôle. Je suis allée en vélo, je suis tombée sur Delphine Plisson qui fait ses cours chez Maison Plisson. Je suis allée la voir, j'ai discuté quelques minutes avec elle. Et puis ensuite, bah, c'est au goût, hein. Comme moi, j'ai un produit de bouche, c'est vraiment c'est faire goûter aux gens. Et puis après, bah, la partie plus business, entretien avec les équipes et voir au niveau du pricing, etc. Donc, je l'ai fait pas mal au début. Maintenant, là, actuellement, c'est plus en bouche à oreille. Il y a aussi les réseaux sociaux, c'est quand même très, très pratique. Mais ouais, au début, moi, je suis tout simplement allée voir un peu mes lieux coup de cœur. Et discuter avec les gens, c'est hyper important. Et moi, je l'ai d'autant plus parce que ce que je t'ai pas dit, mais aussi en première année de Carré Sauvage, je bossais en parallèle en boulangerie. J'avais un mi-temps dans une boulangerie qui s'appelle Saint, à côté du canal Saint-Martin. Donc là, tu fais très peur aussi à tes parents post-école de commerce. Ta fille est en boulangerie, tout va bien. Mais pas enrichissant parce que bah, c'est une boulangerie en levain, bio, tout à la main. Et tu te rends compte en fait que si les gens ont autre chose à faire, sont typiquement bah, tout le temps en fait dans le rush et l'humain est hyper important. Donc si tu veux avoir de l'impact aussi, il faut pas hésiter non plus si tu veux vraiment travailler avec quelqu'un, à être bah, personnel dans l'approche et enfin à se mettre en fait moi ça m'a vachement appris en fait l'empathie ce job.
à se mettre à la place des autres. Même maintenant, tu vois, quand je rentre dans une boutique, j'ai pas la même relation avec un vendeur que j'avais avant. Et c'est pareil aussi, si tu vas démarcher quelqu'un d'un point de vue commercial, c'est quoi son intérêt à lui, pourquoi il aurait envie de travailler avec toi. Et moi, ce qui est relativement facile avec un métier de bouche, c'est que c'est vraiment le goût, c'est faire goûter. Et c'est génial, mais c'est vrai que c'est marrant ce que tu dis par rapport à tes parents parce que, en fait, moi, c'est pareil, quand j'ai démissionné, après, j'ai fait vendeuse un petit peu à temps partiel. Et en fait, ils ont un peu la tendance à réduire. Finalement, j'imagine que tu n'étais pas entrepreneur, tu étais boulangère presque. La première année, hein, clairement, d'un point de vue familial, c'est bon, alors, Laure, quand est-ce que tu cherches un vrai job? Non, tant Ouais. que faut faire son chemin. Sauf si quand tu as une famille d'entrepreneurs ou autre, c'est peut-être plus évident. Toi, si tu pouvais revenir en arrière, justement, quel conseil tu te donnerais? Avec du recul, tu vois, je suis contente de mes échecs parce que je sais que ils m'ont appris et ils m'ont permis d'aller plus loin. Et il y a certaines choses que j'aurais sans doute pas fait sans. N'importe qui voudrait entreprendre, c'est plus, bah, il y a un peu ce truc de flow, de se faire confiance. Et en fait, quand tu es vraiment dans ton élément, il y a un peu ce truc qui est assez vrai, en tout cas moi de mon expérience, que les choses viennent à toi. Mais c'est vraiment important d'être hyper confiant parce que c'est pas du tout évident tous les jours. Et moi, je pense que j'ai une part aussi un peu dans mon caractère de positivité, mais finalement qui sont vraiment des avantages quand tu entreprends. Parce que en fait, faut être assez calme et vraiment temporiser. Et puis en général, tout a une solution. Mais vraiment, tout a une solution. Donc, Je trouve qu'en fait, ce qui est pas évident quand tu es entrepreneur, c'est que tu personne pour te guider. Par exemple, quand tu fais ton travail, bah, tu as un boss qui va dire oui, c'est bien ou non, c'est pas bien tous les jours presque, ou tu sais ce que tu fais. Et quand tu es entrepreneur, finalement, tu peux passer un petit moment dans la mauvaise direction, mais tu le sais après. Et souvent, en plus, les résultats, ils sont en décalé, en fait. Ça va marcher parce que c'est ton travail d'avant qui va payer, ou ça va pas marcher parce qu'avant, t'as pas fait bien, quoi. Et je trouve que c'est ça qui est pas forcément évident, c'est que tu as personne pour te dire oui, c'est bien ou non, c'est pas bien. ouais, c'est un peu à double tranchant. À la fois, tu as une liberté immense et en même temps, il faut avoir beaucoup d'autonomie. Beaucoup d'autonomie et de rigueur parce qu'effectivement, il y a personne qui va te taper sur les doigts si c'est pas bien ou machin. Mais donc, ouais, non, c'est vrai que c'est pas ça, je pense que c'est aussi un truc de caractère pour quelqu'un qui veut entreprendre, se poser aussi ce genre de questions, la façon dont il a envie d'être structuré. Et alors toi, ça serait quoi ton plus grand rêve professionnel pour toi et pour Carré Sauvage? Alors moi, j'adorais, pour Carré Sauvage, j'adorais un jour ouvrir un concept où à la fois tu es la production de chocolat, la vente, mais aussi où tu puisses en fait manger de A à Z de chocolat. Goûter, parce qu'en fait tu peux vraiment, entre le mucilage de cacao, le gruau, tu peux faire, proposer un peu une autre, enfin une façon de se restaurer et à la fois hyper gourmande et où tu te fais du bien, tu repars bien et à la fin un lieu de vie convivial. Euh, mais voilà, potentiellement un projet pour plus tard. Et ça serait ça, du coup, ton plus grand rêve professionnel? Mon plus grand, cette ouverture, ça en fait partie. Après, plus grand, construire une entreprise, tu vois, qui dure dans le temps, embaucher, avoir aussi des gens qui sont bien, qui sont bien à leur place. Je trouve ça hyper cool. Moi, si j'arrive à faire une entreprise stable, que potentiellement qui peut traverser les générations. Et t'aimerais peut-être t'exporter à l'international? Ça arrive un peu avec mes sujets de l'année, de projets de labo et autres. Où j'ai un peu ce choix entre eux, soit je fais un truc à Paris, mais potentiellement, au vu de la surface, c'est plus petit, ou pas à Paris, mais ça me permet d'être plus gros et aussi d'avoir ce point de l'export. Mais c'est une grosse question aussi, l'export, notamment avec, c'est bête, hein, mais c'est des enjeux écologiques où on a plus aujourd'hui une approche locale. Et d'un autre côté, il y a un marché pour, j'ai déjà eu des demandes notamment du Japon et des États-Unis. On retourne à New York, je fais non. Il y a encore beaucoup de choses à faire en France, mais l'international, j'ai déjà quelques revendeurs en Europe. Bah, c'est génial, en tout cas, on a hâte de suivre l'évolution. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie? Alors, une reconversion réussie, pour moi, c'est une reconversion dans laquelle on se sent aligné avec soi-même, qui donne de la joie, dans laquelle on se sent bien, un projet pour lequel t'as envie de te lever le matin et où tu es un peu dans cet état, j'allais dire de glow, où idéalement, où tu rayonnes avec tout en se disant que rien n'est lisse. Rien n'est lisse, il y a forcément des up and down. Mais moi, je sais que ça m'a causé énormément de joie, même si tu as encore beaucoup d'inconnus, mais aussi des joies de dingue, quoi. Des joies, autant des rencontres et des joies pour des petits trucs, des gros trucs.
un truc assez génial et des émotions que j'avais jamais. Quelle a été peut-être ta plus grande joie dans l'aventure Carré Sauvage? Je sais pas, comme ça, j'arriverai pas à te dire une plus grande. Quand tu parles de joie, du coup, enfin, il y a quoi qui te vient en tête? Je fais des petits trucs. Alors, je dis un truc très bête, mais par exemple, typiquement, une artiste que j'aime beaucoup, Elena Soberan. J'écoutais un podcast, voilà, on est dans le thème du podcast. J'écoutais un podcast d'une amie qui l'interviewait, et donc je suis allée sur le compte et que je ne suivais pas avec le compte Carré Sauvage. Et en fait, elle connaissait déjà la marque, elle suivait Carré Sauvage, et en fait, de fil en aiguille, en 2 minutes, on s'est calé un déjeuner ensemble, et c'est très drôle parce que tu as des choses comme ça où c'est des personnalités que tu pouvais regarder de loin, où tu aimes beaucoup le travail, et tu es amené à rencontrer, à faire des rencontres très diverses, et de gens comme ça aussi un peu univers. Et ça, j'adore. Ça peut être ça, ou ça peut être, par exemple, ma première collab avec Oma Cream. C'était hyper Ouais. chouette et hyper totalement inattendu que ma marque chouchou vienne me chercher pour un truc. Tu étais là, ok. Ou même Ouais, c'est Maison Cuisson, génial. j'étais trop contente parce que c'est Ouais. un endroit que j'aime beaucoup, avec une très belle âme. Ouais, en fait, à partir du moment où tu as un projet, finalement, tu peux aller à la rencontre de d'autres projets et d'autres personnes. Et c'est vrai que c'est génial. Ben, un grand merci, Laure, vraiment, pour tout ce que tu as partagé. Donc, je mettrai ton site internet et tes réseaux sociaux pour que les auditeurs puissent aller te découvrir et suivre Carré Sauvage. Merci beaucoup. Merci Claire-Vie. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Zencastr, la plateforme que j'utilise pour enregistrer ce podcast. Créez dès maintenant votre compte Zencastr gratuitement sur zen.ai/oserlareconversion1 et bénéficiez de 30% de réduction pendant 3 mois sur les comptes professionnels avec le code oserlareconversion1. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose@gmail.com.